On s'installe, on se détend, dans quelques minutes on découvre la ville de Metz comme on ne l'a jamais vue, avec tous ces détails visibles et auxquels on ne fait jamais attention. Allez, c'est parti. Avec plus de 2000 ans d'histoire, la ville de Metz est aujourd'hui le reflet de nombreuses époques. Certaines sont aujourd'hui bien visibles, d'autres plus discrètes, mais pour ceux qui savent où regarder, c'est un voyage dans une autre ville qui commence. Une ville cachée et pleine de surprises. Et pour nous guider à travers ce voyage un peu particulier, Thomas Villeverte sera à nos côtés. Un guide qui saura nous ouvrir des portes bien méconnues, qui nous mèneront parfois dans les profondeurs du centre-ville historique. Mais commençons en douceur. Intéressons-nous d'abord à ce que nous pouvons voir au gré d'une simple balade. Allez, c'est parti pour une émission pleine de surprises. Bonjour Thomas. Bonjour Tim. Vous êtes donc guide à Metz, mais un guide un peu particulier. Vous, ce qui vous intéresse dans cette ville, c'est ses détails. Oui, tout à fait. Bon, on a la chance de vivre dans un musée à ciel ouvert. Alors, à savoir que moi, à l'origine, je ne suis pas du tout guide touristique. J'étais opticien pendant 16 ans, j'ai pratiqué le métier d'opticien, et puis j'ai arrêté il y a 5 ans pour me lancer dans les visites. Sacrée reconversion quand même. Tout à fait, ouais. À la base, c'est vraiment passionné, c'est-à-dire qu'il y a environ 8 ans, je me suis amusé à recenser tous les détails architecturaux du centre-ville. Et oui, parce que vous êtes même devenu la référence en termes de visite atypique à Metz. Alors ça, je sais pas, mais si tu le dis... On sent l'humilité déjà. Je sais pas. Alors ici, c'est pas vraiment un détail, on se trouve sur l'Esplanade, ouais. L'un des plus grands jardins de l'aménagement urbain de Metz. Tout à fait. Et qui remonte donc au 19e siècle, celui-ci. Ouais, tout à fait. Donc, qui a été, qui fait suite au comblement en fait du fossé qui a eu lieu en 1816, et ensuite qui a été aménagé en jardin progressivement, puis pour l'exposition universelle de 1861. D'accord. L'exposition universelle, un grand chapitre du 19e siècle à Metz. Oui, mais ça a été la capitale du monde pendant 4 mois. Ouais. Quand même, c'est pas rien. Ah bah non, c'est pas rien. Non, c'est clair. Un autre monument se trouve juste à côté, monument emblématique aussi du patrimoine messin, c'est l'église Saint-Pierre-aux-Nonains. Saint-Pierre-aux-Nonains, ouais. On va aller voir ça. Ouais. Donc Saint-Pierre-aux-Nonains qui remonte, alors à l'origine c'était pas une église, c'était une palestre, probablement même liée à un ensemble thermal. Palestre donc qui aurait été construit vers la fin du 4e siècle, ouais. Et qui a été ensuite aménagé en église au 7e siècle. Alors on n'en dit pas plus, on va en garder quand même pour on va aller jeter un œil. Allez, c'est parti, je te suis. L'esplanade et ce qui l'entoure a été le théâtre de nombreuses transformations au XIXe siècle. À l'origine, les lieux étaient donc une citadelle militaire, construite dans la seconde moitié du XVIe siècle. Il s'agissait alors de l'élément clé des fortifications, largement renforcées à Metz par les Français après la prise de la ville par le roi de France Henri II à Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui, humilié, tentera de reprendre la ville en 1552 en vain. Remaniée plus tard par Vauban puis par Cormontaigne au XVIIe et au XVIIIe siècle, elle sera finalement démantelée au XIXe siècle. Les éléments restants de cette citadelle ont été reconvertis et parmi ces vestiges, certains remontent à l'Antiquité. C'est le cas de Saint-Pierre-aux-Nonains. Bon là on s'éloigne un peu pour mieux la contempler, bien sûr, cette église Saint-Pierre-aux-Nonains. Bien sûr. Une église qui a une histoire un peu particulière, Thomas. Donc une palestre, vous le disiez tout à l'heure, une palestre. Ouais, c'était une palestre, donc c'était un lieu d'entraînement pour des jeunes dans la période gallo-romaine. Qui a probablement servi aussi de basilique civile. Et ensuite, donc 7e siècle, on en fait une Sainte Valrade, plus précisément, en fait une abbaye. Et ça deviendra donc l'abbaye Saint-Pierre-aux-Nonains. Et on dit souvent que Saint-Pierre-aux-Nonains est la plus vieille église de France. C'est pas tout à fait vrai. Alors pas tout à fait, non. C'est le plus vieil édifice ayant servi d'église.
mais c'est pas la plus vieille église de France. À l'origine, c'était une palestre, hein, donc un lieu d'entraînement, hein, et donc c'est devenu une église à partir du 7e siècle, hein, par Sainte Valrade. C'est Sainte Valrade qui fondera donc l'abbaye Saint-Pierre aux Nonains. On a un aménagement successif, hein, on peut voir donc les cordons de briques de terre cuite, hein, donc période gallo-romaine. On a ensuite, dans la période ottonienne, l'aménagement de 3 pièces en fait parallèles à la nef. Et puis on a un petit peu de gothique par la suite, hein, beaucoup plus récemment. Donc les différents travaux qui ont eu lieu sur cette chapelle, en fin de compte, elles mettent en exergue différentes époques importantes, hein, de la construction de la ville de Metz. Tout à fait. L'époque carolingienne, l'époque ottonienne. Et puis ensuite la période gothique. Hein. Période gothique. Ouais. Importante et bien visible à Metz aussi, hein, notamment avec la cathédrale. Ah oui, clairement, très clairement. Et aujourd'hui, alors c'est un lieu d'exposition, c'est un lieu de concert également. C'est une des grandes forces à Metz, hein, comme dans d'autres villes, c'est de reprendre ce patrimoine ancien, historique, qui pourrait tomber en décrépitude, et en fin de compte en faire des lieux de vie, et aujourd'hui les faire participer à la vie quotidienne des Messins et des visiteurs. Ah oui. Puis ça fait des lieux qui sont magnifiques, hein, pour des concerts. Je remarque quand même quelque chose, c'est qu'à Metz on parle souvent de la pierre de Jaumont, donc une pierre jaune, hein, qui reflète bien les rayons du soleil. Tout à fait. Ici elle est plutôt, on en voit certains blocs, hein, mais c'est principalement plutôt la pierre blanche. Ouais, c'est ça, on est sur du calcaire, alors très probablement de Noroît les Pont-à-Mousson. C'était une pierre qui était plutôt privilégiée par les Romains, enfin dans la période gallo-romaine, parce que alors elle était plus dense. Elle était beaucoup plus solide. Je pense très sincèrement qu'elle était beaucoup plus facile à acheminer en fait vers la ville, hein, puisqu'on avait la Moselle, alors que les carrières de Jaumont, il y a un petit peu de borne à faire avant de... Ouais, une quinzaine de kilomètres je crois avant d'arriver à la Moselle. Ça. Et puis aussi, très probablement, la symbolique des couleurs. Hein, il faut imaginer la symbolique des couleurs, c'est-à-dire il faut imaginer que dans l'Antiquité comme dans le Moyen-Âge, les couleurs ont une signification très importante. Et donc le blanc, c'est un symbole de pureté. Hein, et le jaune alors le jaune, on faisait déjà la différence entre le jaune et l'or. Hein, à l'époque. Hein. L'or c'était une couleur noble, alors que le jaune c'était plutôt sale. Donc c'est probablement ça qui a incité donc, les Romains à l'époque d'utiliser donc cette pierre blanche. Après ces explications sur ces vestiges de la citadelle, il est temps de nous rendre dans le centre-ville de Metz. Véritable terrain de jeu pour notre guide qui s'amuse depuis des années à relever tous les petits détails que personne ne voit. Bien évidemment, on ne s'arrête pas sur tout. Mais je précise tout de même que nous passons devant la maison natale de Paul Verlaine, l'un des poètes les plus célèbres du monde, auteur notamment des poèmes saturniens ou encore des fêtes galantes. Et alors que nous continuons de marcher, je profite d'avoir un guide avec moi pour lui poser une question que de nombreux Messins se posent, moi compris. Alors on parle de centre-ville et on parle de détails. Moi, il y a un détail qui m'interpelle à Metz, c'est cette tour. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est l'ancienne tour d'observation de l'école d'artillerie qui était destinée à observer donc, les exercices de tir qui avaient lieu au Saint-Quentin à l'époque. Ouais. D'accord, donc directement rattaché à l'histoire militaire de Metz. Hein. Oui, tout à fait. Ah, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur cette tour. Alors, ils disent que c'est Fort Boyard, évidemment non, c'est pas Fort Boyard. Il y en a qui disent que c'est une ancienne tour de prison. Mais non, c'est juste une tour d'observation. C'est une tour d'observation. Ouais. Donc aujourd'hui, on ne peut plus y accéder, hein. C'est assez compliqué, elle est assez vétuste, hein, donc c'est pas très safe. Ok, hein. Allez, on continue ? C'est parti. Et à peine arrivons-nous dans le centre-ville que Thomas et son œil averti, auquel aucun détail n'échappe, m'offrent ma première surprise. Alors Tim, là je vais te montrer un détail intéressant. Dans mon travail de base de données, je me suis rendu compte que il était courant au 18e, 19e siècle de faire des serrures à l'initiale du propriétaire. Ah oui, un et donc M. Là, on a un M majuscule. Hein, on est sur un bâtiment qui a été construit par l'architecte Muel pour lui-même. D'accord. Si on va voir l'hôtel de Gargan, par exemple, en centre-ville, on a un G majuscule. Si on va voir l'intendant Jobal, on a un J majuscule. On peut imaginer que c'est très certainement un signe extérieur de richesse. Hein. On peut imaginer également les propriétaires qui rentrent dans un bar et puis qui posent chacun la clé sur la table. Celui qui aura la plus grosse. Puis qui se la comparent. Hein. Donc voilà, c'est un peu rigolo. Alors on n'est pas sur un détail très important de la vie, mais bon, quand même, c'est quand même un détail très important d'avoir une clé en forme de M ou de G ou de J. Ah, ça pose. Je dis chapeau. Ouais, ça pose. Ouais. Ça pose, ça pèse. Ouais, c'est pas mal. Je vous avoue que je suis passé des dizaines de fois dans cette rue et je n'avais jamais remarqué.
L'architecte Muel, qui devait sans doute être fier de sa grosse clé en M, a également dessiné d'autres bâtiments du centre-ville, comme celui-ci, richement ouvragé et dont les détails sont remarquables, comme les ornements, le fronton ou encore les chasseroues de fer en forme de graouli. Et oui, nous sommes à Metz. Et les détails qu'on ne voit pas sont partout. Il suffit de lever les yeux pour découvrir de nombreuses particularités sublimes et surprenantes de l'architecture messine. Et en parlant de détails surprenants, sur l'hôtel de ville, on peut voir un vestige du premier empire de Napoléon Ier. Quoi, vous ne voyez rien ? Laissez-moi vous aider, en zoomant un peu. Vous voyez maintenant ces traces plus claires ? Il s'agit en fait de l'ancien nom donné à la place d'Armes au début du 19e siècle, la place de la Loi. Et en faisant volte-face, toujours le regard levé, je découvre une inscription sur la cathédrale Saint-Étienne, Pierre. Et oui, comme Pierre Perrat, l'un des plus importants architectes de l'édifice gothique. Voilà donc quelques exemples de ce que nous pouvons voir en levant les yeux. Allons maintenant découvrir, en compagnie de Thomas bien sûr, ce que nous réservent les profondeurs de la ville. On sait où on va. Chers amis, nous voilà en plein cœur de l'histoire de la ville, comme si nous avions remonté le temps, ou presque. Magnifique. Alors là, on se trouve à quelle époque? Là, on a du 4e siècle. Et ici, je pense à du 14e. Et donc là, juste à côté, on est donc, c'est quoi? C'est la période égyptienne colorée? 21e, je dirais. Ah oui, d'accord. Seconde période, 21e siècle. On est sur des totems qui ont probablement été faits par des enfants. Donc c'est plutôt sympa. Après, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa dans cette cave. D'accord, oui, non, j'imagine, hein, on est plus sur l'aspect historique, puisque derrière nous, je pense reconnaître des murs romains. Oui. Tu disais tout à l'heure que c'était des murs du 4e siècle. 4e siècle. C'est en fait la base de l'ancien petit amphithéâtre de Metz. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que c'était que ce petit amphithéâtre? Alors, pour reprendre la chronologie des faits, donc Metz, il faut imaginer que quand les Romains arrivent à Metz, ils font construire quartier de l'amphithéâtre, là où on a le Pompidou. C'était d'ailleurs l'un des plus grands amphithéâtres de la Gaule romaine. Hein. Oui, le plus gros de tout le nord des Alpes et le 6e de tout l'Empire. C'est un amphithéâtre qui pouvait compter entre 25 000 et 30 000 personnes, ce qui est gigantesque. Qui faisait plus de 35 mètres de haut. Ouais, et il faut imaginer, donc c'est notre actuel stade de foot. Hein. C'est gigantesque. Et donc il faut imaginer également que 3e, 4e siècle, c'est la période des invasions barbares. Les Messins, enfin les habitants de la cité commencent à se protègent en fait des barbares. La ville se recroqueville sur elle-même, on aménage donc les remparts et l'amphithéâtre se retrouve à l'extérieur des murs. Et ce qui est intéressant avec le petit amphithéâtre, c'est qu'il montre que malgré les invasions barbares, les Messins, les habitants de la cité, ont ressenti le besoin de continuer à participer à des jeux. Ce qui montre bien que la cité était pleinement romanisée en fait. Et alors on est sur un amphithéâtre qui est beaucoup plus petit, hein, on est entre 4800 places et 6500. D'accord. Donc beaucoup plus petit. Hein, et puis il a une autre particularité, on va le voir après, c'est que c'est un des rares amphithéâtres de tout l'Empire romain qui a été construit en forme d'ellipse, intégré à l'intérieur d'un quadrilatère. La période romaine, donc à l'époque Metz, on le sait ou on ne le sait pas, mais Metz, au début, c'était un oppidum donc du peuple médiomatrique. Ouais. Ensuite, les Romains arrivent, la ville se transforme. Ouais. Parce que c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte à Metz, hein, mais quand on se promène dans les rues, il faut bien imaginer qu'en dessous de ces rues, dans les caves, on a quasiment toute l'histoire de Metz qui peut se revivre. Ouais. Je vois qu'il y a des entrées. Oui. Je propose qu'on aille faire un tour à l'intérieur de cet ancien amphithéâtre. Si tu veux. Allez. Donc là, on peut voir l'arrondi de l'intérieur de l'amphithéâtre. Et on voit d'ailleurs, comme tout à l'heure à la chapelle Saint-Pierre-aux-Nonains, cette pierre blanche, hein, ce calcaire qui vient de Norrois. Hein. Ces briques de pierre taillées, en pierre de Norrois, en calcaire blanc de Norrois. Donc là, ici, précisément, sur ce bâtiment, on a des rangées de 10 briques de pierre taillées qui sont séparées par deux briques de zaraz, en fait, de briques de terre cuite. C'est comme ça qu'on reconnaît principalement les murs romains, d'ailleurs, bien ces sûr. zaraz Souvent. parcourent les murs. Ouais, bien souvent. Et ça, c'est très
très malin de la part des Romains. Il faut imaginer que les Romains, quand ils construisaient un édifice, ils procédaient par étapes, c'est-à-dire que sur tout l'édifice, ils montaient déjà les briques de pierre taillées, et comme les briques de pierre taillées font pas toutes la même taille, pour mettre tout d'équerre, en fait, pour mettre tout à niveau, ils mettaient ces briques de pierre taillée, de pierre de terre cuite, pour mettre tout à niveau, et ensuite ils montaient successivement. Et il y a une deuxième raison, c'est que ça permet également à l'eau qui est infiltrée dans les murs de s'évacuer vers l'extérieur plutôt que vers le bas. Donc c'est super malin, ça évite un effet de tassement sur du long terme. Ouais. Et donc c'est super malin de leur part. Ils sont pas fous ces Romains. Non, ils sont plutôt pas mal. Là on a une autre pièce. On a une autre pièce. Qui est plus récente. Ah bah j'y vais. Ah, effectivement, on voit que c'est plus récent. Alors déjà ici on a l'emploi de la pierre de Jaumont et non plus que du calcaire blanc. Ouais, et puis on a même du réemploi. On voit bien là. Ah oui, là on voit que c'était une porte ça. Très certainement. Oui. On a du béton au-dessus. Alors ces petits passages qu'on a là, c'est pareil, faut arrêter les fantasmes. C'est pas des passages secrets. Il faut imaginer que quand ici ça se retrouve à l'état de cave. Une cave, ça sert à quoi? Ça sert à stocker de la marchandise. Et de percer les trous, ça permet de gagner du mètre carré. Tout simplement. Tout simplement. Ouais. Il faut pas chercher en fait des secrets, des choses comme ça. Il y a quand même une chose dont on se rend compte quand on se rend dans ces caves, c'est que la ville de Metz est construite sur une autre ville. Sur l'histoire, sur le passé de la ville en fin de compte. De toute manière, on le voit à chaque fois qu'il y a des travaux. Dès qu'il y a des travaux, on se rend compte qu'on découvre toujours quelque chose. Cette plongée dans les profondeurs antiques de la ville me donne envie d'explorer toutes les caves de Metz. Mais ce sera pour une autre fois. Retour à la surface pour la suite du programme, avec bien sûr des petites surprises sur la route. Alors Tim, là, petit détail intéressant, au niveau de la maison du numéro 10 de la rue Chèvremont, on peut voir au deuxième étage, entre les deux fenêtres, ce qu'on a appelé un serpent ou un graouli. Alors à savoir que cette maison, pendant longtemps, on l'a appelée la maison du serpent. On pense aujourd'hui que c'était un sculpteur de la cathédrale qui habitait là. Mais un sculpteur de la cathédrale. Ouais, sans certitude. Donc là, j'imagine que le bas-relief du serpent, du graouli, est plus ancien que la façade qu'on voit. La façade, c'est quoi? C'est 17e? Oui, 18e, 18e. Mais on sait que la sculpture était déjà présente sur l'ancienne façade. D'accord. Avant qu'on refasse le bâtiment. Bon, c'est bien ça. Même au 18e, quand on refait les bâtiments, on garde les petits détails atypiques. C'est joli, et puis ça donne un peu de cachet au bâtiment. Et puis ça lui a donné un nom, la maison du serpent. Tout à fait. Direction les bâtiments de l'association Carrefour, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et devenue depuis, entre autres, un lieu d'exposition artistique. Thomas m'emmène au sous-sol à la découverte d'une œuvre magistrale. Ah oui, alors là, j'imagine qu'on voit déjà une partie. Ah oui, et puis ça, c'est une infime partie en fait de l'œuvre. D'accord. Donc Michel Lelièvre qui a créé ça en 1994. Donc dans les caves du foyer Carrefour. Ah oui, d'accord, ça fait tout le long. Ah oui. Donc quoi, il y a au moins 20 mètres là, 25 mètres. Il y a 25 mètres et il y a un an de travail là. C'est fabuleux, donc il a allié il y a de la forge, il y a du bois, du fer. Il y a donc des arbres, des morceaux d'arbres, carrément, de la ferronnerie. Voilà. Et donc c'était censé un peu symboliser en fait le passage d'une tempête, le bois mort en fait qu'on retrouve au bord de la mer. Ouais, parce qu'on croirait presque à un univers de bataille là, quand on voit tout ça. Ouais. Ah oui, c'est la guerre. Presque comme des plastrons. Des boucliers. Là on a un bouclier ici. Ce qui est très attiré par la période viking, donc période celte aussi, surtout viking ici. Donc en fait c'est un hommage au Drakkar alors? Ouais, et très certainement à ses ancêtres puisqu'il est d'origine normande. D'accord. Ici la façade est juste au-dessus de la signature, du bois, et du bois sort comme s'il était empaqueté dedans des barres métalliques. Des barres métalliques, ouais, c'est fabuleux. Ah oui, un gros boulot. C'est un sacré travail. Noirci là, comme après une bataille, comme un incendie. Et puis c'est malheureusement pas forcément très accessible à tous. Donc c'est pour ça que je voulais te faire partager un petit peu ce lieu qui est un petit peu secret, un peu dans le vieux Metz, parce que là on est quand même sur le sommet de la colline, on est sur l'Oppidum, donc on est vraiment sur la colline Sainte-Croix, donc la base de l'histoire de Metz, puisque tout commence là, donc dans l'Antiquité. Tout à fait. Puis là on est vraiment en y est. Vous vous en doutez, d'autres surprises nous attendent dans l'enceinte de l'association,
installés dans ces bâtiments historiques messins. Ah, waouh, il est marrant cet escalier. Ah ouais. Donc cette maison-là, précisément, auquel appartient l'escalier, c'était la maison natale de Gabriel Pierné. Donc le Gabriel Pierné, d'accord. Fondateur du Conservatoire de musique de Metz. Et cette maison a la particularité de conserver un escalier qui est probablement du XVIIIe siècle, qui est magnifique. Hein. Effectivement, oui. Ouais. Et surtout, on peut voir au deuxième étage une gouttière en pierre de jonc qui coupe la fenêtre. Donc chose absolument incroyable, hein. Je me demande pourquoi ils ont fait ça. Et derrière, on a un récupérateur d'eau. D'accord. Voilà. Donc bien entendu, l'eau ne s'écoule plus aujourd'hui. Hein. On a un atelier sculpture ici. Oui. On peut même voir là les petits détails intéressants. On a un visage qui est sculpté, là. Je trouve ça super joli. Oui, c'est vrai que c'est magnifique. Ouais, c'est pas mal. Derrière nous, on a une vierge avec le fiston qui attend le coup de fil de papa. Ah oui, dans une cabine téléphonique. Et je crois que c'est la seule cabine téléphonique du genre qui reste à Metz. D'accord. J'en ai pas vu d'autres. Ces petites curiosités, qu'elles soient historiques ou plus récentes, me font voir la ville de Metz autrement. Et après cette visite avec Thomas, je comprends d'autant mieux l'engouement que suscitent ces explorations urbaines atypiques tout au long de l'année. En tant qu'amateur d'histoire, cette journée avec Thomas Villeverte me donne envie d'une chose, lever la tête plus souvent quand je me promène en ville. Et c'est en haut de la colline Sainte-Croix que s'achève cette émission, mais pas sans quelques dernières explications de la part de notre guide. C'est le dernier endroit de cette émission, place Jeanne d'Arc. Ouais. Une place pleine de surprises aussi. Hein. Ah oui, alors place pas très ancienne puisqu'elle a été aménagée par les Allemands. Première annexion. Hein. Donc après la guerre de 1870. Il y avait un pâté de maison ici, ils ont rasé le pâté de maison, ils en ont fait une place. D'accord. On peut remarquer en termes de détail architectural, petite curiosité à l'angle du café La Jeanne, une stèle romaine qui a été réutilisée. Il ne faut pas oublier en fait qu'on a le mur romain, en fait, l'emplacement du rempart qui était la rue de la Glacière. Et donc il faut imaginer que le transport de la pierre se faisait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Donc quand on pouvait récupérer, on récupérait tout simplement. On a l'église Sainte-Ségolène. Alors elle est un peu particulière cette église Sainte-Ségolène, puisque quand on la regarde, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une église ancienne de l'époque gothique. En fin de compte, non. Alors, on est sur des fondations qui sont a priori carolingiennes. D'accord. Par contre, effectivement, la façade actuelle, on est pareil sur la première annexion. C'est d'ailleurs le même architecte qui a fait le Temple Neuf, Conrad Van. À côté de l'Opéra-Théâtre. Ouais, donc là, on est sur du génie, parce que on passe du néo-roman au roman rhénan au néo-gothique. Et elle renferme également le plus vieux vitrail de Lorraine. Alors du Grand Est, je sais pas, mais de Lorraine, c'est le plus vieux. On est sur un vitrail du XIIe siècle. Du XIIe siècle, très bien. Bon, c'est sur ces informations qu'on se quitte. Merci beaucoup Thomas de nous avoir accompagnés tout au long de cette visite assez atypique et passionnante de la ville de Metz. Ce fut un plaisir, Tim. Le plaisir est pour moi. Je remercie également JF. Oui, merci JF. Et merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Destination Moselle. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes, au cœur de la Moselle bien sûr. Bon, on traîne pas, je vois qu'on est sur la voie de bus. Ouais. Direction le centre-ville. Ouais, c'est parti, allez. De base de données, je me suis amusé à recenser tous les détails architecturaux de la ville de Metz, je t'en ai déjà parlé. Oui. Et donc, on va la refaire. Ouais, on va la refaire. Oui, puis en plus, je me tape le micro. Cet amphithéâtre-là, aujourd'hui, il n'existe plus sur Gaston. Je suis emmené dans un tunnel. C'est une belle référence au Graouli. Ah oui. Du Graouli ou du Drakkar. Ou du Drakkar, ouais, tout à fait. C'est la tête de proue du Drakkar. Ouais. Il y en a beaucoup, mais ça, là, on va bien en passer pas mal. Évidemment, on n'a pas parlé de tous les détails qu'on a croisés, parce que sinon l'émission ferait 12 heures. Mais en tout cas, il y en a d'autres qui nous attendent. Ouais, on a réduit à 2 heures. Ça va. Ouais, on a réduit, oui. On va rester sur 26 minutes. Tim Girard vous a emmené à la découverte de l'histoire mosellane avec Moselle Attractivité.